Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Bonjour tout le monde, bienvenue. Installez-vous autour de notre table de Parlons économie. Bien sûr, de nombreux sujets qui sont à l'honneur jusqu'à 15h chaque jeudi en direct sur Radio Lac. Et quand vous le souhaitez, vous le savez, hein, le replay, ça se passe sur onetv.ch. On va parler, comme toujours, de beaucoup de choses. Et croyez-moi, tout sera extrêmement intéressant. Tiens, des conférences autour de la durabilité, le rôle durable de l'économie suisse. On en dira beaucoup de choses dans le focus de cette émission également. Et si on trouvait un emploi via un réseau social, c'est une réalité et vous découvrirez tout ça dans quelques instants. Et avant de présenter notre premier invité, bonjour Vincent Subilia. Bonjour Benjamin. Le directeur général de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Dans quelques jours, déjà 1 an d'invasion russe en Ukraine et je sais qu'il y aura ce que l'on appelle un market focus autour de l'Ukraine à la CCIG. Et il s'agit de quoi exactement ? Effectivement, ça fait très bientôt 1 an que la guerre sévit aux portes de l'Europe et qu'un pays avec lequel la Suisse entretient des relations économiques nourries, l'Ukraine, fait la une des journaux pour les tragiques raisons que l'on sait. Et dans l'esprit de la Chambre, qui est celui de mettre à l'honneur notre savoir-faire et de valoriser aussi les marchés qui doivent l'être, eh bien, nous organisons des cycles de conférences dits Market Focus, où l'on décrypte les perspectives d'investissement. Et nous avons décidé, pour marquer cette année tragique, eh bien, de nous concentrer sur l'Ukraine et la reconstruction de l'Ukraine. Et donc, nous accueillerons à la Chambre des représentants des instances économiques ukrainiennes, privées et publiques, et un certain nombre d'acteurs genevois et suisses pour réfléchir ensemble à ce que sont les perspectives, parce que l'on veut porter ici aussi un message d'espoir. Et nos pensées qui, depuis 1 an déjà, vont à celles et ceux qui sont sur place, effectivement. Notre premier invité, je vous l'ai promis, le voici. Parlons économie sur Radio Lac. Genève bouge pour la planète. Train, route, maritime, aérien, comment transporter nos marchandises ? Bonjour Stéphane Graber. Bonjour Benjamin. Vous êtes le directeur général de FIATA. Première question rituelle, qu'est-ce que FIATA ? FIATA, c'est la plus grande organisation au niveau mondial de logistique. Elle regroupe 110 associations membres dans différents pays et qui représente 40 000 sociétés dans la logistique dans le monde, dans plus de 150 pays. Alors 150 pays et d'une certaine manière au milieu de tout ça la Suisse, parce qu'on en parlait hors antenne, on est le pays du rail, on a des routes qui traversent plutôt bien pour aller vers d'autres pays. Alors on va pas trop traverser les lacs, hein, ça on est d'accord pour acheminer des choses, mais on a aussi d'excellents aéroports qui fonctionnent. Est-ce qu'on est le pays du transport international ? Alors on est sûrement un pays qui est un des berceaux de la logistique au niveau mondial, des très grands groupes, Kuehne+Nagel, Panalpina qui ont été repris par d'autres, il y avait Danzas qui a été repris par DHL. Donc une très grande expertise en Suisse dans la gestion de la logistique au niveau mondial. Donc c'est bien, on n'a pas de concurrence, tout va bien, il n'y a pas d'enjeu, c'est magnifique alors. Alors le monde un travail tranquille. Hein. Il y a beaucoup de challenges aujourd'hui dans cette industrie. Alors c'était mentionné au début, toutes les perturbations qu'on peut avoir dans les chaînes d'approvisionnement et sur les routes d'accès pour les marchandises. On a eu un conflit et on a un conflit majeur aux portes de l'Europe qui a affecté tout le transport de marchandises est-ouest et qui a amené aussi à contourner maintenant toute la partie route du Nord pour traverser l'Asie qui passait par la Russie et qui aujourd'hui amène des défis logistiques en matière de traversée du Kazakhstan, de l'Azerbaïdjan, récupérer en Géorgie pour entrer par la Turquie, pour acheminer des marchandises depuis l'Asie ou l'Asie du centre-est. Et j'ai l'impression qu'on a peu ou prou, il y a 1 an, découvert ce qu'était finalement le transport de marchandises, qu'on s'est dit, attendez, tout transite par l'Ukraine, mais c'est assez incroyable. Donc ça veut dire que depuis, on a dû trouver d'autres routes pérennes, mais on a dû les trouver un peu du jour au lendemain, c'est ça ? Tout à fait. Et une des grandes difficultés aussi, c'est qu'aujourd'hui, ces routes qui passent plus au sud pour traverser l'Asie nécessiteraient des investissements pour optimiser les transports. Aujourd'hui, on a des grandes attentes qui peuvent durer plusieurs jours entre la Géorgie et certains pays de la région, la traversée de la mer Caspienne. Sauf que personne ne sait comment la situation va évoluer. Donc, c'est très difficile de mobiliser des investissements qui vont s'amortir sur 15-20 ans. On espère tous que le conflit pourra prendre fin rapidement. Malheureusement, et ça fait déjà 1 an qu'on dit ça. Tout à fait. Donc ça reste des challenges extrêmement importants.
Vous parliez de découverte du secteur, on l'a découvert encore plus pendant la pandémie, parce que pendant la pandémie, le seul secteur qui était encore pleinement actif et même devait étendre ses capacités était le secteur de la logistique pour acheminer des masques, pour acheminer des vaccins, avec tout un tas de problématiques aussi réglementaires, par exemple. Transporter des vaccins qui devaient être gardés à des températures extrêmement basses dans des avions était impossible parce que la quantité de neige carbonique nécessaire ne pouvait pas être transportée dans un avion à cause des réglementations en vigueur. Donc il a fallu obtenir des modifications de ces règlements pour pouvoir avoir plus de neige carbonique, pour pouvoir transporter certains vaccins par voie aérienne. Donc ça, c'est le quotidien d'un logisticien, d'un transitaire, c'est de trouver comment on va acheminer de manière optimale les marchandises d'un point A à un point B. C'est faire rentrer un rond dans un carré. Exactement. C'est pas facile. Alors, j'entends déjà, c'est ceux qui nous écoutent dire et l'écologie, on va y venir, on va y venir. Avant ça, j'aimerais entendre quand même Vincent Subilia sur ce côté agilité finalement dont il faut faire preuve. L'agilité est un facteur clé et souvent couplé à la résilience. Ça s'était rappelé à l'instant, c'est un peu un lieu commun de le rappeler, mais je dois dire ici que nos opérateurs économiques, et on a pu le constater à la Chambre de commerce qui réunit 2500 entreprises ici à Genève, eh bien, à la faveur de ces crises successives, le C de Covid, le C de conflit et celui de climat, la logique des 3 C, eh bien, pour beaucoup d'entre elles, ont pu faire preuve de tout ce pragmatisme qui leur permet en période de crise, de continuer à opérer et de conserver leur viabilité. Et c'est là où toutes les infrastructures de transport, pour un pays dont je rappelle qu'il se nourrit de son ouverture au monde, la Suisse est une puissance économique exportatrice. Et donc, à ce titre, eh bien, non seulement les infrastructures, mais les opérateurs de transport et ceux qui sont fédérés au sein de FIATA, eh bien, jouent un rôle déterminant. Ils ont fait ici la preuve de la grande qualité de leur service. Et on continue de parler de tout ça dans quelques instants. Vous restez avec nous. Nous parlons économie jusqu'à 15h en direct sur Radio Lac, quand vous voulez sur One TV. Parlons économie sur Radio Lac. Genève bouge pour la planète. On continue de se poser la question avec le directeur général de FIATA, Stéphane Graber. Train, route, maritime et aérien, comment transporter nos marchandises? Alors, le jingle à l'instant vient de dire Genève bouge pour la planète. J'en viens à ce mot-clé, l'écologie finalement. Parce que transporter par la route, par l'avion, alors c'est peut-être bien pratique, mais c'est pas très écologique tout ça. Alors, ça existe depuis la nuit des temps, puisque à partir du moment où il y a des activités, les gens échangent des marchandises dans le monde. Ça existait au XVe siècle, ça c'est déjà par voie maritime, ça continuera à exister tant qu'il y aura des sociétés. Maintenant, effectivement, comment est-ce qu'aujourd'hui on va atteindre les objectifs environnementaux qu'on a? Certains secteurs, certains modes de transport ont des planifications, des plans pour y arriver. On voit que la majorité des marchandises aujourd'hui sont transportées par voie maritime, 90%. Le maritime a énormément de peine aujourd'hui à trouver un moyen de décarboniser son industrie. Donc c'est un vrai challenge qu'on va aborder au mois de mars aussi dans notre congrès qui aura lieu ici à Genève, en essayant de réunir tous les acteurs, donc les transporteurs maritimes, les représentants de la gouvernance, donc IMO, World Economic Forum, tous les gens qui participent aux réglementations. Et le transitaire est un facilitateur. C'est lui qui va essayer de voir comment on peut réaliser cette décarbonisation. Il faut assurément de la transparence parce qu'on va devoir tous payer et le consommateur final va devoir payer. Donc, à l'arrivée, c'est important qu'on comprenne quel est le prix, comment on va faire ça, comment on va y arriver et qu'on aide aussi le secteur maritime à trouver un plan pour décarboner. Et c'est toute la problématique du prix juste, Tout à fait. qu'on paye finalement assez rarement sur beaucoup de choses. Mais alors, qu'est-ce que vous pensez? D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Je pense à ces camions qui sont promis par Tesla. C'est une flotte de camions électriques pilotée par une seule personne. Dans le premier camion, tête de proue, ça a l'air incroyable. Ça, c'est une vraie solution ou on attend de voir? Les camions électriques, c'est quelque chose qui va venir. Il y a des sociétés qui ont déjà des plans d'investissement dans ce domaine-là. Alors, on manque de bornes. Certaines sociétés, les plus grosses du secteur, disent on va aussi financer les bornes.
Ça reste pour l'avenir, mais ça va s'imposer. La problématique, c'est de nouveau, qui va payer, comment l'investissement va être fait. Et je pense que ça pourrait être intéressant de voir des politiques publiques comme on l'a pour le secteur privé, pour encourager les gens à acheter des voitures électriques, de soutenir les entreprises dans le domaine du transport routier à pouvoir investir dans ces flottes. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup d'acteurs de PME actifs dans ce secteur. Et aujourd'hui, leur capacité à investir dans des nouvelles flottes est extrêmement faible. Et ils n'y arriveront pas. Et soit on va se retrouver avec une diminution de la concurrence, ce qui fera que vous vous retrouverez avec quelques grands acteurs qui maîtriseront le marché. C'est jamais très bon pour le consommateur. Ou alors, il faut arriver d'une manière ou d'une autre à encourager, à aider cette transition vers des camions ou des transports électriques. Pour être franc, je suis très content de vous entendre dire tout cela parce que je me dis, quand on est le directeur général d'un groupe dont le but est d'avoir toutes ces sociétés qui discutent ensemble pour transporter des marchandises partout dans le monde, beaucoup de gens doivent vous voir comme le grand méchant loup. C'est une bonne question. Hein. J'avais jamais vu ça sous cet angle, mais en fait, aujourd'hui, le transitaire est en fait plutôt dans la chaîne celui qui va faciliter. Il faut voir, le transitaire est le client des sociétés de transport. Donc nous-mêmes, on n'est pas transporteurs. On va louer de l'espace aux transporteurs routiers, maritimes. Et le fait d'être multimodal, donc de s'occuper du transport de marchandises au travers des différents modes, va toujours chercher à optimiser le transport. Et l'aspect environnemental va devenir un facteur du prix et du coût de la prestation pour le client de plus en plus élevé. Et donc, pour nous, il y a un intérêt direct à essayer de voir des alternatives qui permettent de réaliser ces objectifs environnementaux parce que les clients le demandent. Nos clients, qui sont ceux qui vont faire transporter leurs marchandises, ils disent, voilà, donnez-moi des alternatives, je veux que ça soit rapide, je veux que ça coûte le moins possible. Et aujourd'hui, ce qui vient de plus en plus, c'est, j'aimerais savoir quel est le bilan carbone, comment je vais compenser ces émissions carbone. Donc pour nous, c'est vraiment important de trouver ces solutions et d'essayer de voir comment on peut combiner aussi les modes de transport, rail-route, rail aéroport ou port, pour rendre beaucoup plus écologique et sustainable, durable le secteur. J'imagine que l'autre grande difficulté dans votre corps de métier, c'est que les choses se fassent rapidement. C'est-à-dire qu'un avion qui atterrit, on doit tout de suite mettre les choses dans un camion qui potentiellement va être arrêté en douane, mais il ne faut pas être trop long parce qu'on l'attend à un port avec un bateau qui part à telle heure. On n'a jamais le temps d'attendre. Non, et ça, c'est une caractéristique du transitaire. Il est extrêmement stressé. Donc, le temps, même quand vous correspondez avec un transitaire, vous allez, dans la même journée, recevoir 3 rappels parce que vous n'avez pas répondu à sa question. Donc, le facteur temps est absolument capital. Et la difficulté qu'on a eue pendant la pandémie, c'était, par exemple, dans le domaine maritime, c'est les containers qui restaient bloqués en port parce que vous aviez plus de personnel pour décharger ces containers, que vous aviez des problèmes d'accès au réseau national par des trains ou des camions, parce qu'il n'y avait plus de camions, tout le monde était en arrêt. Et donc, ça fait que vous avez des boîtes, donc des containers qui s'empilent dans les ports. Vous ne pouvez plus décharger les bateaux. Vous vous retrouvez avec des longues files devant les ports et vous avez toute la chaîne qui est perturbée. C'est presque ce côté dernier kilomètre aussi que je trouve un peu fascinant. C'est-à-dire qu'il faut bien sûr faire au mieux pour après arriver presque chez le client, d'une certaine manière. Tout à fait. Et c'est pour ça que le transport routier est important, ça devra continuer à exister parce qu'on ne peut pas se passer de transport routier pour le dernier kilomètre. Un train ne va jamais aller chez chaque maison. Alors on voit les avantages du train et du transport ferroviaire sur des corridors. Alors on parle beaucoup aujourd'hui dans toutes les régions du monde de corridors pour relier et traverser les continents. Mais après, il faut avoir un réseau de desserte pour amener du train jusqu'à l'entreprise ou jusque chez vous, à votre domicile. Vous avez évoqué un événement, un congrès qui va se dérouler dans quelques semaines. De quoi il va s'agir? Et puis surtout, quel thème
pratico-pratiques seront abordés? Celui de la durabilité Voilà, très bien. et la décarbonisation du secteur maritime sera un des grands thèmes. On va essayer d'amener tout le monde et aussi l'organisation qui représente le secteur du shipping et des grands transporteurs maritimes à Genève pour discuter avec nous sur comment on va décarboniser le maritime, quel plan. On va aussi profiter de la présence à Genève des négociants de matières premières et de leur expertise dans le domaine de l'énergie pour essayer de nous aider à voir quelles sont les possibilités. On va aborder la question de la formation, de l'éducation. On a un grand problème de main-d'œuvre aujourd'hui dans le monde entier. Et en Suisse et en Allemagne, on trouve encore des conducteurs de transport routier parce que les salaires sont assez élevés. Le problème, c'est qu'ils sont tous pris dans d'autres pays où on ne trouve plus cette main-d'œuvre. Vous roulez vers Berne, Zurich, vous regardez les plaques d'immatriculation des camions, c'est clair, oui, effectivement. Voilà, et vous avez les mêmes problématiques, par exemple, entre les États-Unis et le Mexique. Aujourd'hui, un conducteur routier aux États-Unis va avoir un salaire annuel d'à peu près 120 000 $, ce qui est énorme par rapport au salaire aux États-Unis. Et donc, vous avez énormément de conducteurs qui viennent du Mexique pour travailler aux États-Unis. Et au Mexique, vous n'arrivez plus à trouver de conducteurs professionnels pour être actifs dans le secteur routier. Naviguer dans l'incertitude, c'est le thème de ce congrès qui se déroulera d'ailleurs, je le remarque, du 18 au 21 mars à la CCIG, Vincent Subilia. Alors, au CICG, en réalité. Oh, pardon, au CICG. Oui, qui est le centre de conférence de Genève, mais on a des acronymes qui sont très, très proches. Mais la CCIG, la CCG organise, elle, et vous le savez, le grand congrès de notre mouvement, qui est le Congrès mondial des chambres, du 21 au 23 juin, soit 3 mois après la manifestation Fiatia. C'est dire à quel point Genève, comme place des affaires, joue un rôle déterminant en matière de logistique, mais aussi d'exportation, qui est dans le cœur de métier de nos chambres. Et d'ailleurs, on est très heureux parce que parmi les 2000 participants issus de 150 pays et les 100 intervenants qui sont attendus pour cette manifestation d'ampleur, et j'incite vos auditeurs à s'y inscrire parce que c'est une vitrine unique, eh bien, Fiata sera présent comme sponsor de la manifestation et comme intervenant pour venir justement débattre de tous ces enjeux de mobilité et de durabilité, parce que ça rime. Et nous aussi, d'ailleurs, nous serons en direct depuis là-bas. Si je trouve le bon endroit, évidemment. On le trouvera. Je rappelle, Stéphane Graber, que vous êtes le directeur général de Fiata. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous, Benjamin. Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. Et si l'on trouvait un emploi via un réseau social? Bonjour Omar Bawa. Bonjour Benjamin, merci beaucoup. Merci à nouveau pour l'invitation, pour être là aujourd'hui. Mais exactement, merci à vous d'être de retour dans ce studio, le cofondateur de cette plateforme qui s'appelle Goodwall. Vous étiez venu nous parler de votre expérience, pas n'importe où d'ailleurs. Rappelez-moi où est-ce que vous étiez. C'était à la COP et puis ensuite à Davos. Donc on est en train de suivre le parcours. Rien que ça, parce que moi aussi je vais à la COP, mais c'est pas la même, celle qui est à côté de la Migros. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Goodwall, donc, c'est donc cette plateforme qui ressemble furieusement, c'est très bien fait, à un réseau social, mais le but c'est de trouver un emploi, quoi. C'est aussi simple que ça. Exact. C'est un réseau social pour les jeunes, pour la génération Z, basé sur les compétences. Donc à peu près un LinkedIn fois TikTok pour la prochaine génération. Parce que justement, j'allais tout de suite vous lancer là-dessus en termes de réseau social pour l'emploi. Moi, je croyais que c'était LinkedIn. Alors, on essaye tous de faire des très jolis textes sur LinkedIn, voilà, pour remercier tout le monde, etc., etc. C'est plus ça qu'il faut. Exact. Alors, ce qui se différencie de LinkedIn justement avec Goodwall, c'est le focus sur les jeunes. Sur LinkedIn, l'âge moyen, c'est 42. Sur Goodwall, c'est plutôt 18-19. Et je sais dans quel camp je suis, effectivement. Et c'est voilà, dans ce domaine-là qu'on se focus, et aussi basé sur les compétences. Mais est-ce que vous n'avez pas peur alors du coup de créer un schisme, quoi? C'est-à-dire que les jeunes qui veulent employer des jeunes, ils vont aller sur Goodwall, et puis les vieux, ils vont se trouver sur LinkedIn? Non, pas nécessairement, puisque je pense, si on regarde au niveau macro aujourd'hui, 40% du talent au niveau mondial, c'est des jeunes, et puis ça va se croître à 70% avant les années 2030. Donc, il y a quand même pas mal de croissance dans ce domaine-là, mais on a besoin des employeurs et on a besoin de les connecter aux jeunes talents aussi. Mais est-ce que ça, ils le comprennent qu'aujourd'hui, pour trouver un candidat à un poste, il y a un aspect réseau social? Je veux dire, visuellement, Goodwall, ça ressemble à ce qu'on connaît, ce sont les codes des réseaux sociaux.
Donc est-ce que Oui ils le et non. comprennent? Alors là, sur Goodwell, ça ressemble plutôt à un TikTok qu'à un LinkedIn. Même si on a le contexte de LinkedIn, le contexte professionnel, on a le content. Je comprends, il y a le fond et la forme, on est d'accord. C'est ça. Mais ma question, c'est est-ce que vous avez le sentiment que les recruteurs comprennent que la forme et le fond, aujourd'hui, ont évolué et sont deux choses très différentes? Oui et non, ça prend du temps. Je pense, on a ce changement qui s'effectue au niveau du recrutement. Aujourd'hui, on recrute du talent basé sur 3 critères: basé sur leur expérience de travail, basé sur leur éducation et basé sur leur réseau. Mais si on réfléchit aux jeunes talents aujourd'hui, ils n'ont pas d'expérience de travail. Ils ont peut-être un pourcentage, 38% au niveau mondial, bénéficient d'une éducation universitaire. Et troisièmement, peu sont connectés ou peu ont un réseau, sauf si, grâce à leurs parents, ils étaient connectés à ça. Et c'est pour ça, sur Goodwall, on s'intéresse plutôt aux compétences des jeunes, puisque si on était en train évaluer les jeunes talents à travers leurs compétences, plutôt que leur expérience de travail, on va pouvoir atteindre un cible beaucoup plus large. Vous avez créé Goodwall avec votre frère en 2011 déjà. Alors, tout d'abord, félicitations parce que plus de 10 ans après, on pourrait très bien, je ne sais pas, avoir quelque chose qui ressemblait à MySpace à l'époque, par exemple, mais vous avez su vous adapter, donc pour ça, bravo. Merci. Mais surtout, pourquoi l'avoir créé? Alors, l'objectif principal, depuis le début, c'était avec mon frère. On était nés dans une famille humanitaire, disons. Notre père a travaillé pendant 30 ans chez les Nations Unies pour aider les réfugiés en Irak, en Afghanistan, en Iran. Et puis notre mère était la première femme employée du Fonds mondial pour lutter contre le sida. Donc on avait toujours ce désir, cet esprit pour créer un impact. On avait vu avec les réseaux sociaux euh, un potentiel de créer un impact au niveau large en utilisant ces technologies. Donc ça, c'était vraiment au cœur et à la naissance de Goodwall. Cela étant, il y a quand même 1 milliard de jeunes talents qui vont entrer dans le marché du travail avant 2030. 90% dans les pays en voie de développement. Donc, il y a quand même un grand marché qui se présente et une demande assez importante. Et donc, je le disais, on reprend les codes. Vous avez des ambassadeurs qui font... Alors voilà, on connaît ce type de vidéo aujourd'hui, vidéo courte avec ce qu'on appelle des jump cuts. Donc, ça veut dire que c'est extrêmement resserré en termes de montage. Il y a également les change makers. Qui sont les change makers? Parce qu'on veut, je lis votre site, inspirer la génération future, obtenir de l'aide, une communauté puissante. Mais ça veut dire quoi? Alors, les changemakers sur Goodwall, c'est une sélection des jeunes et des jeunes talents, que ce soit des activistes au niveau climat ou des jeunes entrepreneurs, qu'on veut vraiment donner plus de voix et donner une siège sur la table des grands aussi. Mettre en valeur. C'est ça. Vincent Subilia, je vois que vous avez votre téléphone à côté de vous. Je ne sais pas si vous allez, pendant la pause musicale, vous créer un compte sur Goodwall. mais j'aime beaucoup cette idée qui consiste à dire la forme, elle a évolué pour trouver un emploi aujourd'hui. Ce sont ces notions de soft skills aussi dont on parle beaucoup. Alors malheureusement, mon âge me veut d'être davantage dans la catégorie LinkedIn que Goodwall, mais cela étant, oui, effectivement. Très Instagram aussi. Je surfais sur leur site qui en dit beaucoup sur le talent d'abord des entrepreneurs qui ont fondé cette magnifique quasi-licorne genevoise, bravo, avec le soutien d'un certain nombre d'acteurs genevois avec lesquels la Chambre collabore, notamment la Fongite, qui est le premier incubateur de Suisse basé ici à Genève. Mais oui, je pense que le modèle d'affaires est absolument clé parce que les codes ont évolué en matière de recrutement. Et donc là, en ayant une forme de, j'allais dire gamification, mais c'est pas ça, mais en jouant sur un format de type TikTok que je pratique peu, mais dont je vois à quel point il est performant, eh bien, tout ça permet d'identifier et de promouvoir des talents qui, encore une fois, n'opèrent pas dans les paramètres standards du recrutement. Je pense que l'initiative, elle est excellente et surtout, je me réjouis qu'elle se déploie à Genève. Et puis, c'est un fer de lance de l'innovation. On a parlé durabilité, on parle maintenant innovation. C'est les deux axes stratégiques de la Chambre de commerce. On en a ici des déclinaisons extrêmement pratiques. Et on n'a pas terminé. Vous en saurez plus avec nous dans quelques instants sur Radio Lac, sur One TV. Parlons économie jusqu'à 15h. Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. Si on trouvait un emploi via un réseau social, on s'intéresse à tout cela avec le cofondateur de Goodwall, cette plateforme Omar Bawa, qui est toujours avec nous. Alors cette plateforme pour les recruteurs et surtout pour les jeunes, on l'aura bien compris, qui maîtrisent aujourd'hui tous ces codes réseaux sociaux type TikTok, parce que
aujourd'hui, finalement, avoir 2-3 réseaux sociaux, c'est la manière dont on vit. C'est-à-dire qu'on se tient au courant de ce que font ses amis comme ça, on poste ses informations comme ça, on suit l'actualité comme ça, et donc on cherche du travail comme ça. Tout à fait correct. Ouais. J'ai une question toute simple. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 30 ans. Donc vous êtes encore dans la catégorie utilisateur. Alors, chaque année qui passe, oui, de plus en plus loin. Et comment on fait pour se dire on va créer un réseau social? C'est-à-dire qu'on n'en manque pas et il y a des acteurs qui sont énormes, on les connaît tous, ces fameux GAFAM, et puis d'autres qui viennent de Chine. TikTok qui appartient à ByteDance, qui est une énorme plateforme chinoise. Donc on fait comment pour vivre à côté de tout ça? Alors pour nous, ce qui nous a différenciés ou qui nous a vraiment permis d'avoir notre propre espace, c'était un focus, un contexte qui était différent et un content qui était différent. Donc on s'est vraiment trouvé entre deux des plus grandes, que ce soit LinkedIn et TikTok, mais ça nous permet d'avoir une différenciation assez importante. Je trouve assez incroyable finalement ce monde dans lequel on vit parce qu'on est toujours avec entre autres Stéphane Graber qui est toujours avec nous, directeur général de Fiata. Alors on parlait avec vous de problématiques très concrètes de transport, on parlait hors antenne du nombre de papiers qu'il faut pour passer une douane et à côté on a un réseau social pour trouver du travail. Est-ce que vous arrivez à vous comprendre? On va arriver de plus en plus parce qu'il faut qu'on le fasse et c'est vrai que c'est un peu archaïque d'avoir ces piles de papier, mais au niveau global, je pense qu'avec les nouvelles générations qui vont venir, et je fais malheureusement plus partie de cette catégorie, voilà, je pense qu'on va y arriver. Les méthodes de travail vont évoluer avec le changement et le rajeunissement des forces vives dans l'activité. Donc, on va y arriver. Et en tant qu'association, on essaye aussi de pousser dans cette direction, de rendre possible, en fait, l'interconnexion entre les différents systèmes pour que les données puissent s'échanger. Et donc, très concrètement, j'arrive sur... tout d'abord, merci Stéphane Graber pour cette intervention. Et donc, j'en reviens à vous, Omar Bawa. Très concrètement, je télécharge l'application, je crée mon compte. Et ensuite qu'est-ce qui se passe? On me pousse des vidéos de gens qui ont des idées qui pourraient être proches des miennes en fonction de ce que j'aime bien? Alors, l'objectif principal, c'est pour que tu développes tes compétences et tes compétences clés. Donc, tu commences, tu crées un profil pour démontrer tes compétences à travers des vidéos, des photos, etc. Ensuite, ces vidéos sont partagées à une communauté des jeunes comme toi. Je suis désolé, je vous coupe déjà. Si ma compétence, c'est par exemple la communication, ça veut dire que c'est une photo de moi devant une assemblée en train de parler. Vidéo. Voilà, très bien. Ensuite, je suis désolé, je suis un vieux, on n'avance pas. Et ensuite, tu as d'autres personnes qui ont le même intérêt et la communication, qui vont voir ça, qui vont dire « Ah oui, bah, Benjamin, il sait bien communiquer, ils vont upvoter ça. » Et tu augmentes en niveau. Et grâce à cette augmentation en niveau, c'est tout gamifié comme Duolingo. Tu as accès à d'autres opportunités pour encore croître, que ce soit pour gagner de l'argent ou pour améliorer tes compétences. Oui, finalement, je suis adoubé en tant que bon communicant et donc ça va m'ouvrir des opportunités pour telle ou telle entreprise. Exact. D'accord, très bien. Attendez, je clique, télécharger. Pardon, je passe ça en antenne. Mais pour en revenir à vous, votre modèle d'affaires, alors c'est quoi? Alors, c'est principalement aujourd'hui, on offre des programmes de développement des compétences à les plus grosses sociétés, par exemple PwC, SAP, à des gouvernements et à des organisations telles les Nations Unies. Et puis, c'est quand même des programmes de développement des compétences pour les jeunes. Ça permet à ces acteurs-là de mobiliser et connecter avec les jeunes talents, avec la génération Z, d'une façon différente à la publicité. Au lieu de dire « Ah, voilà, j'ai quelque chose à vendre, venez acheter » ou voilà, j'ai un job, venez postuler », c'est plutôt « On va vous soutenir quand vous avez besoin de notre aide », c'est-à-dire 2-3 ans avant. Et puis, au bon moment, on sera les premiers sur la liste que vous allez penser au moment de la consommation ou du recrutement. Ce fameux, ce qu'on appelle en marketing, le top of the mind. Donc, C'est on ça, est le premier auquel on pense en effet. Ce qui veut donc dire qu'effectivement, tout ça est en pleine mutation. C'est ce que je trouve véritablement fascinant, avec aussi ces notions, c'est ce que vous disiez un petit peu plus tôt, de partenaires et de mentors aussi. Je trouve ça assez intéressant, cette notion de mentorat. Exact. Alors, c'est une idée assez récente d'avoir des personnes plus expérimentées sur la plateforme et leur permettre de inspirer ces jeunes talents et de les guider aussi. De toute façon, on a un temps, ce que l'on savait déjà depuis quelque temps avec d'autres réseaux, nous sommes notre propre marque. J'ai l'impression que c'est ça. C'est ça.
Bah, très bien, merci beaucoup d'être venu défendre la vôtre que vous avez cofondée avec votre frère Omar Bawa, cette plateforme qui s'appelle Good Wall, le bon mur, mais donc en anglais. Vous avez compris, si vous avez moins de 25-30 ans, téléchargez-la, puis sinon vous avez intérêt à être recruteur. Est-ce qu'on peut s'inscrire en disant moi je veux être mentor? Oui, bah vous pourrez quand même vous inscrire. Ça c'est sûr. C'est sympa, hein. De votre part. Merci beaucoup d'être venu. Merci voir beaucoup ça. Benjamin. À Merci. bientôt. Parlons économie sur Radio Lac. Le focus. La durabilité, c'est bien, mais comment fait-on? Eh bien, on va se poser la question avec Anna Grujovic qui est avec nous en duplex. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice du Trade and Investment Promotion Digital Platform. Très bel anglicisme, mais cette question rituelle, alors, ça veut dire quoi? En français dans le texte, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'on cherche à promouvoir les échanges internationaux en tant qu'un moyen pour le développement durable. On cherche à voir comment les investissements directs étrangers peuvent contribuer aux objectifs de développement durable dans un pays et comment est-ce qu'on peut attirer les investissements étrangers dans un secteur ciblé dans un certain marché. Et donc, pour cela, il y aura un cycle de conférences, un séminaire qui se déroulera notamment le 22 février à la CCIG. J'ai mis toutes les lettres dans le bon ordre, la Vincent Sibilia. Absolument, et ravi de voir Anna en duplex avec nous. Effectivement, la Chambre qui aura le plaisir d'accueillir mercredi prochain dans l'après-midi une grande manifestation dédiée justement aux perspectives d'investissement à dimension durable. La Green Economy, dont on parle beaucoup, mais qui est une réalité extrêmement tangible, avec à la clé de la création d'emplois. Et c'est ce dont on parlera avec un grand nombre d'experts à la Maison de l'Économie mercredi prochain. Les inscriptions sont ouvertes. Anna Grujovic, qu'est-ce que la Suisse a comme atout à valoriser sur ces notions-là? Tout d'abord, la Suisse, quand on parle de Suisse, on parle toujours de l'innovation, d'utilisation de nouvelles technologies, de technologies propres, de technologies modernes. Et on a vraiment réussi à assembler des experts de différentes organisations qui vont présenter leurs pratiques dans le domaine de la promotion des investissements directs étrangers en Suisse, mais également ce qu'on va aborder comme sujet, c'est les besoins des entreprises, des petites et moyennes entreprises suisses, surtout exportatrices, quand il s'agit des processus de durabilité sur le marché international. Donc, on cherche vraiment à explorer un échange d'expériences, d'identifier les meilleures pratiques afin de pouvoir les encore améliorer dans le futur. Et ça, c'est une notion extrêmement intéressante, c'est ces notions de micro et de macro, c'est-à-dire qu'il y a les besoins et les compétences de ces grandes entreprises que l'on connaît très bien en Suisse, mais aussi ces PME. Alors, est-ce qu'on peut peut-être aller un peu plus loin sur ces besoins-là, parce que ça représente aussi bon nombre de nos auditeurs et auditrices? Tout à fait, tout à fait. Alors, quand on parle des entreprises multinationales, on sait très bien qu'ils sont bien équipés, qu'ils ont beaucoup de capacités à répondre aux exigences légales et réglementaires internationales quand on parle de durabilité. Mais si on regarde d'une perspective des PME, on se pose la question, comment est-ce qu'on peut être informé, comment est-ce qu'on peut toujours suivre l'actualité et répondre aux exigences légales et réglementaires en matière de durabilité. Ça, c'est la première question et c'est là où on voit le rôle principal des organisations comme les chambres de commerce, Switzerland Global Enterprise et les autres associations d'affaires qui peuvent donner les informations actuelles aux entreprises exportatrices, mais aussi donner des conseils. Et puis, la question la plus importante, après les informations, c'est aussi les coûts. Alors, la question des coûts devient centrale. On peut se poser la question, quel est le prix de la durabilité? Parce que si on prend une entreprise qui est logistique et qui cherche à remplacer sa flotte de véhicules diesel par des camions électriques, elle doit aussi construire de nouvelles stations-service et recruter de chauffeurs qui ont les compétences requises. Alors, c'est tout un nouveau modèle qu'il faut construire. Et là, on cherche vraiment à renforcer le dialogue, non pas seulement entre les organisations d'affaires, y compris les organisations internationales, nationales, cantonales, et les entreprises, mais aussi entre les entreprises multinationales et les PME. Quel est le lien? Comment est-ce qu'on peut apprendre? Qu'est-ce qu'on peut faire encore mieux?
et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Alors c'est intéressant, au moins on est sûr que tout le monde est d'accord sur cette question-là, puisque à nouveau je me tourne vers vous, Stéphane Graber, le directeur général de Fiata. C'est exactement l'exemple que l'on prenait un petit peu plus tôt, ces notions de camions électriques, mais il faut aussi renforcer tout ce qu'il y a autour. Tout à fait. Alors, je suis très intéressé à ce que Madame nous présente et puis de voir quels résultats concrets on peut retirer de ces discussions pour les appliquer dans la pratique où effectivement le transport que je représente est très ancré. Parce qu'en fait, j'ai quand même le sentiment, mais vous me direz d'ailleurs l'une et l'autre, si je me trompe, mais tout le monde trouve ça très bien la durabilité, mais il faudrait pas non plus que ça coûte trop cher. Anna Grujovic, peut-être pour commencer. Exactement, exactement. Et c'est pas juste la question des coûts, mais comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut suivre toute l'actualité? Par exemple, il y a la question de l'Union européenne qui a récemment édicté la directive qui est relative à la publication d'informations en matière de durabilité des entreprises. Donc, ce qu'on exige aujourd'hui des entreprises, c'est vraiment d'avoir des actions concrètes quand il s'agit des objectifs de développement durable. Et même si on a défini des objectifs dans durabilité, comment est-ce qu'on le fait? Alors, quelle est la solution optimale pour une entreprise pour pouvoir atteindre des objectifs de développement durable? Alors, est-ce que c'est l'investissement dans l'exploitation de nouvelles sources d'énergie? Est-ce que c'est l'éducation des employés? Est-ce que c'est le développement des produits et des procédés qui sont plus respectueux du climat? Est-ce que c'est l'utilisation de... Alors, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut aider aux entreprises de trouver une solution idéale pour pouvoir devenir durable et contribuer à la protection de l'environnement? Stéphane Graber, gardez votre réponse sous le coude parce qu'on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de cette émission. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Tout un cycle de conférences organisées autour de ces notions de durabilité, car oui, c'est bien, mais comment fait-on? Plus d'informations avec Anna Grujovic, fondatrice du Trade and Investment Promotion Digital Platform, qui est toujours avec nous en duplex, et puis Vincent Subilier également, car tout cela se déroulera d'ailleurs à la CCIG, comme on l'a dit. J'aimerais qu'on revienne et peut-être vous entendre tout d'abord, Stéphane Graber, ce qu'on n'avait pas terminé tout à l'heure, sur ces notions de besoins d'entreprise, quoi, de PME. C'est exactement l'exemple qui a été pris. Et ce qu'on vit aujourd'hui en Europe avec des réglementations de plus en plus exigeantes qui nécessitent d'accompagner les entreprises pour s'adapter, d'abord pour connaître ces réglementations, parce qu'elles changent tout le temps, avec un grand coût pour les PME pour s'adapter, pour développer les compétences en interne et comment on les développe. Et après, ce qu'on se rend moins compte, c'est que dans un monde global comme le transport de marchandises, tous les pays qui vont exporter vers l'Europe vont être impactés par ces réglementations. Et là, quand on voit des fois les différences d'exigence entre les règles que met l'Union européenne et les exportateurs d'autres pays, ça crée des problématiques de flux de marchandises, de protection contre du commerce qui sont très problématiques à gérer. Et c'est vrai que je pense que l'exemple qui a été pris nécessite vraiment d'aider à prendre conscience de ces problématiques pour aider non seulement les entreprises en Europe à s'adapter, mais aussi ce qu'on essaye de faire beaucoup, aider nos entreprises dans le monde entier à pouvoir continuer à exporter vers l'Europe, à participer au marché, à pouvoir s'enrichir. Parce que beaucoup de pays en voie de développement sont dans des pays où, pour eux, l'exportation vers les États-Unis, vers l'Europe, est absolument capitale. Et leur bloquer l'accès au marché par des règles environnementales qui sont tout à fait louables peut créer de vraies problématiques. Vincent Subilia, il y a une notion très importante qui est celui de l'impact des investissements qui sont faits. C'est finalement, j'ai le sentiment, cette notion de, voilà, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Absolument, et c'est d'ailleurs une maxime que la CCIG fait sienne, c'est celle de fédérer les bonnes volontés, pour le dire trivialement. Et bien sûr, il faut intégrer cette dimension de durabilité, et je crois que c'est le cas maintenant, dans l'entier du processus d'investissement. On n'est plus dans une logique de nice to have, où c'est une forme de gadget marketing qui est brandi pour séduire les investisseurs. Non, je pense que l'urgence climatique qui se rappelle à nous au quotidien, elle implique que chacun puisse intégrer ce paramètre dans l'entier du processus. Et d'ailleurs, les entrepreneurs n'ont pas attendu que certains politiques brandissent cette idéologie pour le faire, parce que les entrepreneurs sont pour la plupart d'entre eux extrêmement conscients de ces enjeux, quel que soit leur domaine d'activité, qu'on soit dans le digital ou chez nos amis transitaires, c'est essentiel. Et donc tous les mérites de cette conférence la semaine dernière, c'est de montrer très concrètement comment sur le terrain,
non seulement ce paramètre a été intégré, mais aussi ce que sont les perspectives de marché pour celles et ceux, la green economy, qui est quantifiée à plusieurs millions de créations de jobs, plus de 20 millions, dit-on, d'ici une décennie, eh bien, peuvent être intégrés à ce cercle vertueux. Et Anna Grujovic, alors des outils qui existent, il y a des organismes, je pense à l'OCDE par exemple, qui, j'imagine, font quand même des investissements. Ça ne suffit pas pour réunir les bonnes volontés. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant quand on parle de cet événement de mercredi prochain, c'est qu'on aura aussi une perspective de la part des organisations internationales, parce que l'OCDE est un des partenaires de cet événement. Et ils vont nous présenter les outils qui sont déjà disponibles au gouvernement, mais également aux entreprises. Quand on parle des entreprises, ce sont des multinationales. Alors, il existe depuis un certain moment les principes directeurs de l'OCDE à l'attention des entreprises multinationales qui sont là pour promouvoir une conduite responsable des entreprises dans différents domaines, comme par exemple l'environnement, la concurrence, protection des consommateurs, etc. Mais après, ce qui est nouveau, c'est le FDI Qualities Policy Toolkit, alors qui est là pour aider les gouvernements à identifier les priorités pour aligner la politique d'investissement et les réformes institutionnelles sur les objectifs de développement durable. Donc, il se concentre sur 4 domaines différents de développement durable. Ce sont la productivité et innovation, qualité des emplois et compétences, égalité des sexes et décarbonisation. Alors, on va vraiment avoir une perspective nationale et puis des entreprises aussi, alors, des corporations, pour voir comment est-ce qu'on pourrait mieux coopérer et vraiment atteindre les objectifs de développement durable. Et c'est très important cette notion de calendrier finalement, parce qu'on n'a pas le temps d'attendre, donc il faut savoir quelle priorité attaquer en premier. Donc ça, j'imagine que ça sera effectivement quelque chose de très important durant cette prochaine conférence qui aura lieu, je le rappelle, Vincent Subilia, le 22 février à la CCIG. Absolument. Maison de l'économie, 4 boulevards du théâtre, au cœur de Genève, pour celles et ceux qui ne seraient pas en vacances. On se réjouit de pouvoir vous accueillir. Vous êtes chez nous, chez vous. Et ça, c'est valable pour tous les membres, les 2500 entreprises membres de la Chambre de commerce. Il n'y a pas que le ski dans la vie, après tout. Anna Grujovic, je rappelle que vous êtes la fondatrice du Trade Investment Promotion Digital Platform. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir éclairé nos lanternes. Merci en duplex. Merci à vous et merci à M. Subilia de cette invitation et d'avoir accepté d'être l'hôte de cette première conférence. Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve, vous le savez, la semaine prochaine. Pas de vacances non plus pour Parlons économie entre 14h et 15h. Et quand vous le souhaitez, ça se passe sur onetv.ch pour retrouver tout cela. J'aimerais qu'on termine, Vincent Subilia, avec un mot extrêmement rapide sur cette formation qui s'appelle Forme Inter. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, le commerce international, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, il est aussi au cœur des métiers de la Chambre de commerce. Eh bien, nous sommes la première institution à avoir lancé un certificat commerce international au sein de la Chambre. Ce sont différents modules qui traitent des aspects qui peuvent être de nature douanière, logistique, mais aussi réglementaire. Et à la faveur de ces modules, nous délivrons ce certificat et nous le mettons en œuvre en partenariat avec Forme Inter, raison pour laquelle nous nous réjouissons encore une fois de vous accueillir au sein du pôle formation de la CCIG. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. One TV, programmé VOD sur onetv.ch.